Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Commençons par les titres. Ils ne veulent plus que l'ORTB soit l'amplificateur des marches, des prières à la gloire du régime en place. Les militants du Forum des travailleurs et des peuples pour le changement du système pour une nouvelle gouvernance ont battu le macadam ce matin. Les images de cette marche qui s'est achevée à l'ORTB. La LEI disponible, affichée un peu partout, mais par endroits les populations traînent les pas. Dans ce journal, vous verrez par à coup où les électeurs semblent ne pas trop s'intéresser à cette phase de l'opération Épuise Sémekpodji au cœur de la politique de distribution de l'eau potable mise en place par la SONEB. Le maire et le directeur de cette structure ont procédé ce matin au lancement des travaux d'extension du réseau de la SONEB. Ils veulent libérer l'ORTB. Les membres du Forum des travailleurs et des peuples pour le changement du système pour une nouvelle gouvernance ont marché dans les rues de Cotonou pour exiger l'accès équitable de tous les citoyens aux médias du service public et la levée des sanctions infligées à ceux que le quotidien La Nouvelle Tribune appelle désormais les révoltés de l'ORTB. Osias Sonouvou, Prévert Noutéou et Renaud Akakpo ont reçu du soutien ce matin. Voici maintenant le reportage de Narcisse Alossé. Dans les rues de Cotonou, dans la matinée de ce mercredi, un mouvement d'humeur pour exiger le libre exercice des agents officiants dans les médias du service public. Dans les rangs des manifestants qui se disent appartenir au Forum des travailleurs et des peuples pour le changement du système pour une nouvelle gouvernance, les secrétaires généraux de la CSTB de la FESENTA Finance. Les chants et slogans lancés tout au long du trajet se résument à des messages hostiles à ceux qu'ils appellent les prédateurs de la liberté de presse au Bénin. Partis de la bourse du travail, ils ont échoué ici devant la direction générale de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin après plus de 2 heures d'horloge de marche. Considérant que le système de gouvernance encourt à l'ORTB, ni aux journalistes le droit d'exercer en toute responsabilité et dignité leur métier, les participants à la marche de ce jour exigeons la mise en œuvre d'une grille qui garantisse du principe déontologique de l'équilibre de l'information, l'organisation des débats contradictoires, la levée de toutes les sanctions qui frappent les journalistes Osias Sonouvou, Prévert Noutéou et Romuald Akakpo et leur retour au JT de 20h. Il nous est difficile de comprendre la honte qui nous envahit avec des amis qui, voulant visiter notre pays à travers l'ORTB, ne voient que des marches, des prières, écrits à la gloire de Yaïboni. Pour tout ceci, le CCDB exige la démission de Stéphane Todomé. Et dans une impressionnante ceinture de sécurité déployée pour la circonstance, l'hôte des manifestants se répondre au feu nourri de l'hostilité dont il a été la cible. Je voudrais vous rappeler que l'accès aux médias du service public est réglementé par les tests. L'ORTB ne fait qu'appliquer les tests que la haute autorité a voté et qui nous permet de faire le travail. Notre rôle de médias ne nous soustrait pas des obligations du journaliste. Aucune décision de la direction de l'ORTB ne sanctionne les journalistes dont vous venez de citer les noms. S'ils avaient une décision, je crois que vous pouvez nous l'apporter. Des propos qui visiblement sont loin de convaincre les marcheurs. Ces derniers ont d'ailleurs promis de muscler le mouvement si leurs revendications n'étaient pas satisfaites. Le personnel paramédical et administratif des différentes formations sanitaires de la Donga était également, mais c'était hier, dans les rues de Djougou, à travers une marche pacifique. Les manifestants ont voulu donner de la voix pour dénoncer la discrimination dont ils sont victimes dans l'attribution des primes de logement et aussi fustiger le silence coupable du chef de l'État face à la paralysie dans le secteur sanitaire. C'est une crise qui dure depuis 6 mois. Alassane Arounan et Émile Adjo. Dans les rues de Djougou ce mardi, ces hommes et femmes en blouse blanche, rose et bleu, tous membres de l'intersyndicale en ressources humaines de la santé, section Donga,
Fatigués de la paralysie observée dans le secteur sanitaire depuis 6 mois, consécutive à la signature de l'arrêté interministériel portant révalorisation des primes de logement au profit d'un seul médecin et surtout le silence coupable et l'indifférence affichée par le pouvoir central après cette crise, ils ont décidé de battre le macadam à travers cette marche pacifique pour dénoncer une fois encore la discrimination dont ils sont victimes. Dans la motion lue à la mairie de Djougou, point de chute de cette marche et où attendaient l'autorité communale et le directeur départemental de la santé Atakora Donga, les manifestants fustigent le silence des autorités et la politique de 2 poids 2 mesures entretenue par votre gouvernement. Dénonce la relégation des paramédicaux et administratifs à l'arrière-plan par votre gouvernement. Condamne l'inertie de votre gouvernement à ne pas engager une négociation sérieuse avec l'IARECH. Cette situation a trop duré et nous, paramédicaux et personnels administratifs des départements de la Takora et de la Donga, venons par cette marche pacifique réclamer la résolution rapide de nos légitimes revendications. Pendant que l'autorité communale promet rendre compte à qui de droit, Dr Jacob Namboli joue la carte de l'apaisement. Je vous assure, au niveau le plus haut niveau, les solutions sont en train d'être cherchées. Au niveau départemental, vous savez, vous me connaissez. Si on avait cette possibilité vraiment de régler ça au niveau départemental, on le ferait. Notre devoir, c'est toujours vous donner l'information à quel niveau nous sommes. Ce qui reste, il nous est demandé en tant qu'administrateur. Parce que, qu'on veuille ou pas, un jour, cette situation sera réglée. Et je souhaite qu'elle soit vite réglée. Tout en faisant tout ce que vous savez, accepter le service minimum que les structures organisent. Tout en rendant responsable le gouvernement béninois des désagréments et surtout des cas de décès enregistrés quotidiennement dans les hôpitaux publics, ces paramédicaux et personnels administratifs de la santé entendent durcir le ton dans les tout prochains jours si rien n'est fait dans l'immédiat. Cette crise maintenant qui n'en finit pas avec cette conférence de presse, le nouveau bureau élu du Conseil de l'ordre des pharmaciens était face aux hommes des médias, reconnu légal et légitime par le ministère de la Santé. Le bureau entendait restituer les faits tout en dévoilant la feuille de route de son mandat de 4 ans. Modeste Toforossou et Moufid Zabour. Pour une première avec la presse, c'en était une rencontre d'explication et d'engagement. Dans un contexte où le sous-secteur pharmaceutique est agité par un bicéphalisme, les nouveaux maîtres du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ont tenu à restituer les faits. Et pour la circonstance, le bémol s'est imposé. Dans les tests, dans l'ordonnance qui a créé, qui régit le fonctionnement des ordres, en son article 94, il est dit que pour le renouvellement des bureaux, c'est le ministre qui prend un arrêté qui fixe les modalités de ces élections. Évidemment, sur proposition du Conseil de l'ordre concerné. Pour qui connaît le français et comprend le minimum basique dans le français, une proposition ne peut pas être une injonction. Les élections sont terminées. L'ordre des pharmaciens dispose d'un nouveau bureau, légal et légitime selon les tests. L'heure est donc au travail. Du moins, c'est celle des nouveaux défis et des nouveaux enjeux du sous-secteur. Et pour les nouveaux élus, la feuille de route est toute tracée. Aujourd'hui, les enjeux qui nous attendent, à savoir le renforcement et la consolidation de l'arsenal juridique du sous-secteur pharmaceutique, la contribution effective des pharmaciens en vue de favoriser l'accessibilité économique et géographique du médicament ainsi que de garantir en tout temps sa qualité, la gestion plus judicieuse des jeunes confrères dont l'arrivée sur le marché est exponentielle, obligeant à une rapide diversification des métiers de la pharmacie. Et c'est sur ce dernier point que les différents syndicats de la profession entendent être exigeants avec le nouveau bureau. Il y a selon eux nécessité d'ouvrir le sous-secteur de jeunes pharmaciens dont les doléances n'ont jamais été prises en compte par l'ancien bureau. Quand vous prenez aujourd'hui les procès verbaux des élections au niveau de la commission électorale ordinale, vous verrez qu'au niveau de la section A, il y a eu 178 pharmaciens. 178 pharmaciens d'officine. Et vous avez 109 jeunes pharmaciens au niveau de la section D. C'est-à-dire des pharmaciens qui vivent dans la précarité.
Après des années de crise, le sous-secteur pharmaceutique reprend manifestement du poil de la bête. Du moins, avec un nouveau bureau du Conseil de l'ordre et qui a reçu l'approbation de la plus grande majorité des pharmaciens. Ils laissent habitation et bagages et prennent le chemin de l'exil. Depuis un moment déjà, des Béninois partent en masse pour le Togo du fait de l'avancée de l'océan. À Grand Popo par exemple, et plus précisément à Ila-Kondji, les vagues continuent d'engloutir les habitations. Les autorités sont impuissantes. C'est un constat de Geoffroy Messon et Florent Dohou. Les vagues de l'océan Atlantique, un régal pour les yeux et un porteur d'air frais en cette période où la chaleur fait ravage sous les tropiques. Apollinaire d'Almeida est un élu local. Il contemple le spectacle que l'océan offre à la vue. Comme tout habitant de cette zone d'Ila-Kondji, de la commune de Grand Popo, il se demande s'il ne vit pas ces dernières heures d'habitants de la côte. Aujourd'hui, nous voyons que la plage de Ila-Kondji disparaît totalement. Comme le monde ses restes d'habitation, la mer avance à vitesse grand V et sa furie oblige les populations d'ici, essentiellement des pêcheurs, à déménager. Il y a l'érosion de la mer côtière depuis près de 4 ans qui ravage la côte Ila-Kondji Grand Popo, même jusqu'à aller à Kotoro. Mais à notre voie, Ila-Kondji c'est encore plus pire que les autres parties. Par exemple, fuir, c'est le seul remède que les habitants de la zone côtière d'Ila-Kondji ont trouvé devant l'avancée de la mer. Une fuite qui se fait pour certains en abandonnant derrière des biens. Direction l'autre côté de la frontière, le Togo, plus précisément Saint-Vikondji. Vous allez voir, il ne reste que quelques maisons qui restent. La population entière qui vivait à la plage, la plupart sont dans le Togo maintenant. Nous sommes en train de nous déménager, mais on n'a pas un lieu sûr pour aller habiter. Et on reste dans les fonds des gens, tout juste dans l'espoir que le gouvernement peut un jour venir à nos aides. Actuellement, la colère de l'océan est telle que rien n'est épargné. Les voies sont avalées par les vagues et l'espace qui sépare l'océan de cette nappe rétrécit fortement. Les érosions approchent. Comment ceux-là, ceux qui sont partis et restés dans le Togo, viendront voter dans le Bénin? Par quel moyen? Alors qu'ils ne sont pas les Togolais, ils sont les Béninois. Parce qu'ils n'ont pas trouvé de la place, des terrains où aller s'installer, ils sont obligés d'aller rester dans le Togo. Les autorités à divers niveaux impliquées dans la mise en œuvre des mesures de protection de cette côte du Bénin sont donc appelées à faire diligence pour que le calvaire des populations d'Ila-Kondji soit conjugué au passé. Déjà au Ghana, à Kéji, le même phénomène s'est présenté, le gouvernement a fait quelque chose et on a trouvé des parties, on a construit encore des maisons. Il faut creuser la nappe là. En creusant la nappe, et la mer rentre dans la nappe. Et quand c'est profond, ça rentre. Et il faut creuser aussi la mer pour que ça soit profond aussi. Comme ça, ça donne de la place. C'est ce qu'on a fait à Kéji au Ghana. Et ils ont placé des grottes au bord de la mer. Comme ça, la mer a pu avancer et ça a donné une grande place. Si vous arrivez maintenant à Kéji, à Kota, au Ghana maintenant, c'est bien et les gens sont encore là. Le phénomène de l'érosion côtière sévit également de l'autre côté de la frontière au Togo. La base de vie nécessaire pour le démarrage des travaux de lutte contre cette érosion est presque prête au vu de ce que l'on peut voir depuis le Bénin. Selon les habitants d'Ila-Kondji, le Togo n'attend que le Bénin pour le début simultané des opérations. Voilà pour ce document. On poursuit maintenant ce journal et plusieurs membres de différents cadres de concertation des organisations de la société civile du département de l'Atlantique se sont retrouvés ce matin à la mairie d'Abomey-Calavi. C'était pour l'Assemblée générale ordinaire départementale. Au terme du bilan présenté sur différents paliers, le bureau départemental a été renouvelé. Il est composé de 9 membres élus pour un mandat de 3 ans. Asiongo Kanya Siongo. Cette Assemblée générale ordinaire départementale des cadres de concertation des organisations de la société civile, les 9 communes de l'Atlantique étaient représentées.
Première étape des travaux, les bilans moraux et financiers approuvés et adoptés. Et pour le président du bureau départemental sortant, c'est à l'actif de tous. À votre place, je me réjouis très sincèrement de ce que vous avez fait chacun à son niveau pour que la société civile ait grandi au niveau où elle se trouve aujourd'hui. C'est un bilan d'activité qui reflète, selon les participants, le niveau atteint aujourd'hui par le cadre départemental de concertation. Et il faut continuer le combat, ont ajouté les intervenants. Nous ne devons pas baisser l'échine, parce qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, si nous baissons l'échine, la politique va se saisir encore de notre peuple et continuer de le manipuler comme il veut, juste à sa cause. Or, nous voulons refuser une tendance, c'est de permettre à ce peuple aveugle qu'on manipule d'être responsable de son avenir. Et vous constituez le dernier rempart, vous constituez le repère de notre société, vous constituez l'exemple que nous devons suivre. Parce que quand rien ne va dans le pays, la société civile doit se tenir debout pour rétablir l'ordre, pour demander à chacun de se mettre dans les rangs. Donc vous êtes un modèle à qui nous devons nous soumettre. Au terme de l'adoption des bilans, un nouveau bureau a été élu avec pour présidente Aurélie Deguenombada. Elle sera assistée de André Oussou, vice-président, et Cosma Diovi, secrétaire général. Aurélie Deguenombada, des OSC d'Abomey-Calavi, est responsable d'une ONG qui fait de la microfinance. Elle est aussi membre de l'autorité de régulation des marchés publics. Dans l'actualité, nous sommes à Parakou maintenant. La phase d'affichage de la liste électorale permanente, de la liste électorale informatisée provisoire a démarré depuis quelques jours. Ce que vous allez voir résulte d'un constat. Les populations s'intéressent moins à cette phase et il n'y a pas grande affluence. Donald Panou et Igor Danon. Ce centre de vote, comme les 131 autres de la 3e ville à statut particulier du Bénin, a vu les listes bien affichées. C'est la conséquence de l'opération d'affichage de la liste électorale informatisée provisoire qui a démarré avec quelques jours de retard dans la ville de Parakou. Un retard né de la brouille entre chefs quartier et Koslepi. Après les échanges, les deux parties ont pu accorder leur violon. On nous a rassemblés, le maire nous a dit d'aller coller, on nous a donné. La fois passée, les gens ont refusé. Maintenant, dernièrement, là, on a tous accepté. Les populations peuvent consulter leurs données nominatives sur ces listes. Pendant les 10 premiers jours, les populations vont pour consulter les différentes listes. C'est vrai que l'affichage va durer 21 jours, mais pendant les 10 premiers jours d'abord, ils vont pour les consulter. Et s'il y a des rectifications ou bien des informations à apporter à leur identité, ces populations passeront à partir du 5 les différents centres de vote pour apporter ces réclamations. Les listes affichées n'attendent donc que les citoyens qui effectuent au compte-gouttes le déplacement pour accomplir ce devoir civique. Oui, j'ai retrouvé ça. Au niveau du lieu de naissance, il y a là. Donc moi je suis né à TV, mais ils ont mis à Gori là. J'ai consulté la liste. Effectivement, j'ai vu mon nom. Et je cherche pour ma femme. Bon, Dieu merci. Je crois que j'ai maintenant le quitus pour voter. Bon, j'ai bel et bien retrouvé mon nom et tous les renseignements sont fiables. Autrement dit, je n'ai pas de réclamation à faire. L'opération est prévue pour durer en tout et pour tout 21 jours. 21 jours au cours desquels les citoyens iront non seulement consulter leurs informations, mais aussi et surtout relever les incorrections qui seront intégrées au fichier national. À cet effet, toutes les dispositions sont prises par la CCA Parakou. À 75%, nous avons encore l'intégrité de ces listes. À certains endroits, on remarque que quelques listes sont déchirées. C'est là où j'exhorte la population de Parakou, au niveau de chaque quartier, vraiment à nous aider pour que ces listes-là restent affichées pendant ces 21 jours. Lors des 10 derniers jours, au niveau de l'agent du COS qui sera au niveau des centres de vote, il y aura également les listes de tables qui seront là.
qui permettront aux populations également de toujours continuer par consulter les informations dans le cas où les listes en format A3 sont déchirées. La question du paiement des ALA, OPEKIT et autres sera réglée très prochainement, rassure le président de la commission communale d'actualisation de la LEPI. Les régisseurs sont en train de venir, ils ont commencé par payer dans d'autres départements. Au niveau de la commune de Parakou, ils seront là, que ce soit les élus, les crieurs publics, les agents locaux d'actualisation, les OPEKIT, tout ça, tout le monde sera payé. Des dispositions ont été prises, des sous sont décaissés, seulement que les régisseurs ne peuvent pas passer, il ne peut pas avoir 77 régisseurs pour les 77 communes. Donc on ne peut que le faire par zone. Les populations doivent sortir massivement pour aller consulter leurs informations sur les listes afin d'y apporter les corrections nécessaires. Condition sine qua non pour l'élaboration d'un fichier électoral fiable. Les membres du partenariat pour le développement du Bénin ont tenu une conférence publique ce mercredi matin à Cotonou. C'est pour partager avec l'opinion leur vision politique du Bénin futur. Il s'agit pour eux de réussir à conquérir le pouvoir en combattant les grands maux dont souffre le pays et qui commence par l'achat des consciences à l'occasion des rendez-vous électoraux Tanguy Agoy et Dintidjani. Il s'annonce avec une ambition clairement affichée et ils n'ont pas eu froid aux yeux pour le dire. Ce que nous visons, c'est la prise et la gestion du pouvoir d'État. Nous sommes dans la logique de prendre le pouvoir. Il faut que ça soit très clair. D'ici 2021 ou plus tard, l'idée de mettre en place le partenariat pour le développement du Bénin nous est venue premièrement lorsque nous nous sommes rendus compte qu'à Niali, dans la commune de Ouaki, les gens meurent d'eau potable. Alors qu'on parle tout le temps de réduction de la pauvreté. Et c'est cette ambition déclinée en vision que la Fédération des associations et mouvements de jeunesse sur le chemin de la relève en conférence publique mercredi est venue partager avec l'opinion. Elle propose dans le fond un partenariat avec les jeunes épris d'une nouvelle façon de faire les choses pour le développement du Bénin. Le développement aujourd'hui ne peut plus se faire de la manière traditionnelle. Le monde a beaucoup changé depuis une vingtaine d'années et il faut que nous, en tant qu'Africains et Béninois, entrons. Nous mobiliserons des gens de la diaspora autour de cette vision. Nous mobiliserons des investisseurs. Nous sommes plusieurs à être dans divers pays, avec divers contacts. Le développement du Bénin se fera avec tout le monde. Mais il y a un chantier interne sur lequel veulent s'investir ces jeunes. Le cadre civique et électoral empoisonné par des comportements qui compromettent depuis toujours l'avenir du pays. Il est insupportable que certains achètent les votes comme on achète du pain. Parce que le citoyen est pauvre. Démuni, certains achètent son vote contre un billet de 1000 francs, contre un sachet de riz, contre un t-shirt. Cette pratique est criminelle et est attentatoire aux droits et libertés du citoyen. C'est le premier combat que veut mener le PDB qui croit fermement au succès prochain de ses actions. C'est pour cela qu'il en appelle à la mobilisation à temps des jeunes qui croient encore en une possibilité de sortir le Bénin de son état sous-développé. Porto-Novo à présent et pour assurer de bonnes conditions de travail aux apprenants de sa localité, Mathias Bédan était sur le terrain. Le maire de Sémékoudi a une fois encore rencontré les jeunes. Il était au CEG Djrekbe qui rencontre quelques difficultés. Emma Rodonou et Thibaut Aroloupe. S'enquérir du bon déroulement des cours et des conditions de travail des apprenants de la commune de Sémékoudi. Voilà la raison principale de la descente du maire Mathias Bédan et des membres de son conseil communal au CEG Djrekbe ce mardi où l'accueil des apprenants a été des plus chaleureux. Dans les interventions qui ont suivi les civilités, Mathias Bédan a été félicité pour ses nombreuses actions à l'endroit de la couche juvénile. Le directeur du CEG Djrekbe a aussi saisi l'occasion pour porter à l'attention de l'autorité quelques doléances. Vos nombreuses actions en faveur de nos élèves et partant des enseignants à travers des dons de feuilles de tôle, des dons de tables et bancs et surtout l'appui financier que vous ne cessez d'apporter aux candidats de la commune aux divers examens lors des travaux de bachotage en disant long. N'ayez crainte. Le peuple vous en sait gré. La communauté scolaire de Djrekbe, dirigée par une administration à l'écoute de tous,
et animé par un corps professoral soucieux du développement des élèves, vous dire un sincère merci. Excellence, Monsieur le maire, le Seigneur de Djérabé a besoin de votre générosité. Nous manquons de feuilles de tôle, de tables et bancs, d'ordinateurs pour le secrétariat, de ciment, pourquoi pas. Nous avons besoin de réfectionner le laboratoire. Nous avons surtout besoin d'un acte de donation du domaine sur lequel est érigé notre collège. Les problèmes soulevés ne resteront pas sans solution, a promis l'autorité communale. Mais en attendant les grands moyens, Mathias Bédan a personnellement offert un chèque de 500 000 francs CFA à ce collège pour que les petits problèmes soient réglés. Quand un enfant demande à son père qu'est-ce qu'il faut faire, il faut qu'il lui donne, non? Et je veux que vous réussissez dans de bonnes conditions. Pour cela, je vais vous donner au moins 5 paquets de tôle. Et on va vous donner après 6 tonnes de ciment. Mais aujourd'hui, comme je suis content de vous, vous m'avez accueilli avec tatam, avec joie, avec allégresse. Je vous ai dit que je suis venu ici, je suis content. Tout le ciment, c'est la mairie. Moi-même, Bédan Mathias, je vous donne une somme de 500 000 francs que je remets à votre directeur. Au-delà du CG Djérabé, Mathias Bédan s'est préoccupé du bien-être d'autres apprenants de sa commune. Ainsi, il a procédé dans l'enceinte de la mairie à la remise d'une 60aine de tables et bancs à 3 écoles primaires et un collège. Et toujours dans cette commune, 3 localités seront bientôt connectées au réseau de la SONEB. 14 km de canalisation seront implantés. À cet effet, les travaux ont été lancés ce mardi par le maire en personne et le directeur général de la SONEB. Reportage. Le maire de Sémékodi, Mathias Bédan, et le directeur général de la SONEB, ensemble pour le lancement des travaux d'adduction d'eau potable dans les localités de Agongo, Bodiagué et Djefaagé. Le projet entre dans le cadre de la politique du gouvernement de donner de l'eau potable au plus grand nombre et dans le cas d'espèce, il est prévu pour impacter 7000 personnes. Ces 7000 personnes, non seulement auront de l'eau, mais tombent dans une situation très confortable où le président a demandé à la SONEB de réduire les coûts de branchement. Le branchement avait un coût initialement fixé à 105 à 120 000 francs CFA. Le président nous a demandé pour ce travail-là de ramener le coût à 50 000 francs CFA. Donc, monsieur le maire, je tiens à vous dire merci. Merci pour 2 raisons. Merci parce que vous avez insisté, vous nous avez aidés, vous nous avez accompagnés à rendre faisable ce projet. Pour les populations bénéficiaires qui ont longtemps souffert du manque d'eau potable, c'est un grand soulagement de voir enfin le bout du tunnel. L'attente a été très longue, mais l'événement de ce matin nous réjouit de cœur. Et nous tenons à dire un grand merci au directeur de la SONEB, à monsieur le maire, qui met de la joie dans notre cœur aujourd'hui. Ma population tout entière doit se mobiliser autour du docteur Yaïboni pour lui dire qu'elle le soutient. Car aujourd'hui, nous avons 14 km de tuyaux pour alimenter des ménages. Par ailleurs, il nous a été dit de 105 000 francs, le branchement s'est revenu à 50 000 francs. Quelle aubaine! Alors, pourquoi ne pas soutenir un tel projet et un tel programme? Les travaux d'implantation des canalisations qui vont permettre à Gongo, Bodiagué et Djefaagé d'avoir de l'eau potable sont prévus pour durer 3 semaines. Dans la suite de ce journal maintenant, un malfrat soupçonné d'appartenir à un vaste réseau qui sème la terreur dans la ville de Parakou a été neutralisé. L'homme a été présenté ce mardi à la presse et puis en fin d'édition, les images de cette cérémonie de présentation de vœux. C'était au ministère de la Famille et le personnel a profité de l'occasion pour faire le bilan de l'année 2014.
Il s'agit d'une rencontre hebdomadaire des hommes des médias au sein d'un creuset dénommé Café Média Plus. Eh bien, la 42e édition s'est déroulée le vendredi dernier à l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel. Comme d'habitude, ces professionnels ont échangé sur deux sujets importants. Agapit Napoléon Maflorican et le colonel Marcelin Zanou étaient les communicateurs. Café Média Plus effectue ici sa rentrée 2015 dans les locaux de l'Institut supérieur des métiers de l'audiovisuel ISMA. Une rentrée que le premier club presse du Bénin a voulu spéciale en organisant ces échanges autour de deux sujets importants de l'actualité nationale. La première causerie, animée par Agapit Napoléon Maflorican, est consacrée au nouveau code de l'information et de la communication. La deuxième, présentée par le colonel Marcelin Zanou, a été axée sur l'entrée en vigueur du tarif extérieur commun dans l'espace CEDEAO. Le statut du journaliste est amélioré par la convention collective. Ça s'impose aujourd'hui. Donc, on demande à l'entreprise de presse de fonctionner comme une entreprise normale. Donc que le journaliste soit sécurisé dans l'exercice de sa profession, c'est déjà également une avancée parce que cette convention collective, on l'a adoptée. Ça n'était aucun test réglementaire ne l'avait pris. Il y avait eu un test signé entre les différents parties au terme d'une négociation. Aujourd'hui, c'est allé très fort parce que c'est dans le texte de la loi. C'est important. Le tarif extérieur commun est en somme une ceinture que les pays membres de la communauté mettent tout autour de leur espace communautaire. Il est en même temps un outil de la politique commerciale et ici maintenant de la politique commerciale communautaire. Dans le même temps, il devient un moyen d'intégration régionale. La 42e édition de Café Média a été l'occasion pour les professionnels des médias de visiter l'Institut et de s'enquérir davantage des conditions d'études à l'ISMA. C'est un joyau. Il faut être là pour voir, c'est vraiment un joyau. Quand vous regardez l'espace, quand vous regardez l'équipement, quand vous regardez la discipline, on vit effectivement un chef-d'œuvre, quelque chose de bien monté, une philosophie bien pensée et une réalisation parfaite. Le président fondateur de l'Institut a aussi saisi l'opportunité pour offrir 5 bourses d'études aux membres du Café des Médias Plus. Ça, c'est votre instance fêtière qui va nous communiquer les noms le plus rapidement possible. 3 pour ceux qui veulent faire la licence et 2 pour ceux qui veulent faire le master. Les éléments du commissariat central de Parakou viennent de réaliser un nouvel exploit. Ils ont mis hors d'état de nuire un malfrat soupçonné d'appartenir à un vaste réseau qui sème la terreur dans la ville de Parakou. Il a été présenté à la presse mardi. Voici le reportage. Ce sont les éléments du commissariat central de Parakou qui l'ont mis hors d'état de nuire. Ils tentaient de déposséder un conducteur de taxi-moto dans la nuit du 28 janvier dernier avec cette arme à feu chargé. Leur mode opératoire est très ingénieux, mais pas autant que la promptitude des hommes de Saliou Koda. Voilà des gens qui se pointent devant le CHD. C'est leur point de départ. À partir de 0h, 23h. Ils ciblent les motos qu'ils doivent attaquer. Et principalement, la cible, c'est les émigrés. Lorsqu'ils l'interpellent, ils font croire qu'ils ont un malade qui est en agonie dans le CHD et qu'ils sont à court d'argent. Leur quartier, leur zone de résidence, c'est Okedama ou Titirou. Alors l'autre, qui compatit tout de suite à leur peine, accepte les prendre. Et dès qu'ils vont dans un coin obscur, ils pointent l'arme sur sa nuque. Voilà comment ça se passe. Et c'est ce qu'il avait tenté de faire ce jour-là. Et quand il a pointé l'arme sur le conducteur des émigrants, celui-là a réussi à esquiver et ensemble ils sont tombés. C'est alors que les cris aidants, une bagarre les a opposés. Et voilà comment la police a été alertée. Âgé d'environ 35 ans, il fait partie d'un réseau d'individus qui braquent les motocyclistes nuitamment. À leur actif déjà, 6 agressions et 6 vols de moto. Celui-ci a été abandonné par son compagnon d'infortune avec qui il commet d'habitude son forfait. J'étais à Boycon quand un ami m'a appelé et il était venu là-bas et je l'ai passé une somme de 110 000. Donc maintenant, comme il m'a appelé, il m'a dit de venir. Et je suis venu. Quand je suis venu, j'ai cru que c'est l'argent qu'il veut me payer. Lorsque je suis venu, je suis descendu, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il est à Bioguera. Et je suis parti le voir. Je suis parti le voir à Bioguera. C'est ainsi qu'il m'a remis l'arme.
qui va faire arrêter un sim et il va monter, donc arriver à un endroit que si je mets l'arme sur lui, qu'il aura peur, il va laisser la moto, il va lui ramener la moto. C'est ainsi que je suis parti et ils m'ont pris. Une tentative de braquage déjouée, un exploit salué par la victime qui apprécie le travail des policiers de la ville de Parakou. La police est républicaine et elle fait bien son travail. Si on va écouter ce que disent les rues, c'est pas bien. Nous savons que la police fait son travail d'une façon efficace. Après sa présentation à la presse, il a été présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Parakou. La direction des établissements privés d'enseignement supérieur va en guerre contre les écoles, centres et instituts illégalement ouverts sur le territoire béninois. Elle a procédé ce mardi à la fermeture d'un établissement supérieur à Porto Novo, illégal bien entendu. La fermeture fait suite donc à une décision de justice. Franck Romé Santana. Plus de cours à dispenser aux étudiants de l'IUBR basé à Porto Novo jusqu'à nouvel ordre. L'Institut universitaire bilingue Rehoboth est fermé ce 3 février 2015 et n'ouvrira que lorsque le fondé aura rempli toutes les formalités requises en la matière, conformément aux textes et lois en vigueur en République du Bénin. C'est à la surprise générale des étudiants de l'administration du corps professoral que l'huissier de justice, maître Hortense Bancolé de Souza, représenté sur les lieux, a posé le scellé sur l'entrée principale de l'Institut après avoir vidé l'immeuble qui l'abrite de tous ses occupants. Les promoteurs de Rehoboth n'ont pas voulu entendre raison. La loi s'est donc appliquée. Le procureur Requi a délivré son ordonnance et nous sommes ici ce matin pour poser les scellés. Je le dis avec beaucoup de douleur parce que le rôle tel qu'il nous a été donné n'est pas de fermer tous azimuts les établissements privés d'enseignement supérieur, mais c'est de les accompagner. Mais nous ne pouvons les accompagner que dans le cadre de la loi. Nous ne pouvons les accompagner que dans le cadre des règlements. Nous demandons donc à tous les promoteurs de tout faire pour nous faciliter la tâche. À en croire la DPS, le bras technique de la Direction générale de l'enseignement supérieur, l'arrêté ministériel affiché par l'administration de l'Institut universitaire bilingue Rehoboth ne leur donne que l'autorisation de mettre en place les infrastructures et équipements nécessaires en vue de solliciter une ouverture. L'arrêté dit bien, ils sont autorisés à créer, c'est de février 2014. À part cela, il faut qu'ils reviennent. Suivre maintenant le processus normal, c'est-à-dire quoi? Donner à l'autorité la filière à ouvrir, donner à l'autorité le mobilier, l'infrastructure disponible, donner à l'autorité les enseignants pour qu'on voit la qualification de tous ces acteurs. Et rien de cela n'a été fait et v'là on ouvre. Et v'là on commence par former des Béninois, on commence par former des personnes, des Nigériens, on commence par former. Vous en doutez, dans ces conditions, nous nous plaçons en parfaite illégalité, en parfaite délicatesse avec les lois de la République. Voilà ce qu'il y en est de cet institut. Fini donc le désordre dans l'ouverture tous azimuts des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Force doit rester à la loi, a confié le directeur de la DPS. À la date d'aujourd'hui, ils ne sont que 41 promoteurs privés autorisés à ouvrir et à offrir la formation dans des filières homologuées par l'État béninois et le CAMES. Des images maintenant du ministre de la Famille. Elle était ce lundi dans les départements de Lomé et du Plateau dans le cadre de la solidarité nationale prônée par le chef de l'État. 5 communes ont été visitées et à chaque étape des vivres, des matériaux de construction, des matériels de travail et des enveloppes financières ont été distribuées aux populations sinistrées. Au total, environ 60 millions de francs CFA ont donc été partagés. Et pour finir, maintenant, les travailleurs du ministère de la Famille ont, tout comme ceux des autres ministères, présenté les vœux à leur ministre. L'événement qui a eu lieu ce mardi a permis au personnel de faire le bilan des activités exécutées au cours de l'année 2014. Rosalie Adjé et Clarisse Tassi. Ils ont aussi sacrifié à la tradition de présentation de vœux du nouvel an à leur autorité de tutelle. Les travailleurs du ministère de la Famille se sont réunis pour se souhaiter le meilleur en 2015, mais aussi pour rendre grâce à l'Éternel pour les avoir protégés durant l'année 2014. Une année au cours de laquelle plusieurs réalisations ont été enregistrées dans leur département ministériel malgré quelques difficultés rencontrées.
Plusieurs appuis ont été faits aux personnes vulnérables. L'appui financier de 16 830 000 francs CFA à 153 handicapés non secourus, non boursiers de l'université d'Abomey-Calavi et de Parakou. La remise des aides techniques à 256 personnes handicapées. Des défis restent encore à relever pour la dynamisation du secteur. Il s'agit entre autres de l'autonomisation des groupes cibles du ministère, l'amélioration des systèmes de secours aux personnes vulnérables et le renforcement des leviers familiaux. Les différents syndicats du ministère ont présenté leurs doléances et plaidé pour l'amélioration des conditions de vie du personnel. La plus importante de ces difficultés est l'insuffisance notoire des ressources financières que le gouvernement nous accorde. Cette difficulté s'est malheureusement aggravée cette année. Naomi Azaria a pour sa part exhorté ses collaborateurs à plus de dévouement dans leur travail pour la réussite de la mission qui leur est dévolue. Je voudrais nous exhorter à faire de 2015 une année de détermination et de l'ardeur au cours de laquelle la paresse, les retards au service, le laxisme, l'absentéisme, la lenteur administrative et autres mots qui minent notre administration soient bannis de nos comportements quotidiens. C'est à ce prix que nous parviendrons à répondre promptement aux nombreuses sollicitations de groupes cibles. La cérémonie a consacré le départ à la retraite de certains agents après 35 ans de service dans la fonction publique. De même, les 3 premiers directeurs de l'année 2014 ont été distingués. Eh bien voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi et à demain.